J'ai été impressionné, j'imagine comme tout le monde, par les catastrophes naturelles qui se produisent ici ou là sur notre planète rétrécie. Et j'ai en tête, comme beaucoup d'entre nous je suppose, les images des séismes ou des tsunamis qui se sont produits ces dernières années. C'est difficile de ne pas penser justement aux images du tsunami en Thaïlande en 2004, des ravages causés par l'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans, ou plus près de nous par le tsunami suivi d'un tremblement de terre au Japon en 2011. Et pensant à ces catastrophes-là, je me suis dit, c'est impressionnant le nombre des victimes. Tout à coup, cette espèce de calamité mondiale qui produit énormément de malheur d'un coup. Mais en même temps, comme souvent chez moi, j'aime bien, si je puis dire, ramener ces catastrophes collectives à leur dimension individuelle, celle de la mort d'une seule personne. Par ailleurs, je passe beaucoup de temps en Californie, à Los Angeles, à San Francisco. Et quand on vit à Los Angeles, à San Francisco, on vit avec la peur permanente du séisme. On sait que ça arrivera un jour, que la faille de San Andreas s'ouvrira, que ça provoquera énormément de dégâts, matériels et humains bien sûr, parce que évidemment ces villes sont construites sur une faille sismique. Pensant à tout cela, je me suis dit, voilà, imaginons que un tremblement de terre suivi d'un tsunami ait lieu dans une ville que je connais bien, San Francisco, et imaginons qu'elle provoque un désastre terrible, effroyable. Il se souvient des images à la télévision, les femmes affolées protégeant entre leurs bras des enfants qui hurlaient, les hommes hagards, tachés de sang et de poussière, les familles séparées fuyant sur les routes menant aux sorties de la ville, les maisons éventrées, les poteaux arrachés, les voitures, les camions, les tramways emportés par des eaux noires incontrôlables, les débris charriés sur des kilomètres, le contenu des appartements disséminés, les tables, les matelas, les téléviseurs, et les cris, la panique, les phrases, toujours les mêmes, qui invoquaient Dieu, la stupeur, et puis les corps très vite, les corps inanimés, les corps partout, la litanie des cadavres. Et juste après, la peur que ça recommence, la terreur des répliques. Il a vu les obsèques collectives, les cercueils alignés, une résurgence des fosses communes. Il a vu une course de vitesse désespérée pour éviter les épidémies, comme dans les pays les plus pauvres. Il a été touché par cette tragédie immense, cette calamité mondiale. Il ignorait, pauvre idiot, qu'il était possible de la ramener à une disparition individuelle, à une mort toute simple, celle de l'époux de la femme brune, assise là, juste à côté de lui. L'autre chose qui me frappe aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'information est en temps réel. C'est-à-dire qu'au moment où elle se produit, on la voit. Au moment où le désastre a lieu, on a les images de ce désastre. C'est vrai évidemment sur les chaînes américaines, c'est vrai maintenant aussi sur les chaînes françaises. Donc on vit l'horreur en simultané, en direct. Partant de ça, je me suis dit, imaginons donc qu'une catastrophe ait lieu et qu'une femme voit cette catastrophe sur les écrans de télévision et qu'elle la regarde avec une dimension toute particulière parce que cette ville où se produit la catastrophe, son mari s'y trouve. Voilà, elle voit les images de la dévastation, elle est impuissante devant son écran parce que de l'autre côté, à 9000 km, et de l'autre côté du poste, dans les flots qui submergent la ville et dans les rues éventrées, il y a son mari. Donc tout part de là, de cette idée-là, et de cette femme-là qui regarderait la mort peut-être se faire, et en tout cas la disparition probable de son mari se produire. Et ce qui est terrible en fait dans ces catastrophes-là, c'est qu'on met du temps avant d'avoir une certitude. On met du temps avant d'être certain que l'autre a été atteint, a été touché dans cette catastrophe. Donc elle va attendre, elle va chercher une preuve de vie, et puis après avoir cherché une preuve de vie, elle va chercher une preuve de mort, ce qui est encore pire. Et une fois qu'elle a fait cela, une fois qu'elle comprend que cette disparition probable est devenue certaine, il lui faut accomplir son deuil. Et j'ai imaginé que cette femme partait pour faire son deuil, qu'elle quittait Paris, la ville où elle vit, pour aller à Lisbonne, parce que c'est la ville de la mélancolie, de la nostalgie, de la fameuse saudade, qui est teintée aussi d'une forme d'espérance, cette saudade.
Donc elle part là avec l'espoir de reconquérir un peu de tranquillité, de calme. Et dans cette ville, elle va croiser un homme qui, lui, a vécu l'histoire la plus ordinaire qui soit. C'est-à-dire qu'elle, elle est marquée par l'histoire la plus extraordinaire qui soit. Et lui, il lui est arrivé une chose affreusement banale, il vient d'être quitté. Il est rentré un jour dans l'appartement où il vivait avec son compagnon, et puis il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de meubles, il n'y avait plus rien, il y avait juste une lettre sur la table de la cuisine. Et je me suis dit, je vais faire se confronter ces deux disparitions-là. La disparition extraordinaire dans des circonstances effroyables et collectives, et la disparition banale, celle de la fin peut-être d'une histoire d'amour. Et vous aimez Lisbonne? Vous savez, je suis une touriste, rien d'autre. Je vois ce que tout le monde voit, je suppose. Les tramways, les rues qui descendent des collines, les maisons de toutes les couleurs, les balcons en fer forgé, les linges aux fenêtres, les toitures en tuiles qui tombent, les mosaïques, les murs vérolés, les réverbères. Oui, elle a arpenté les ruelles dans le matin à peine commencé lorsque la ville vaque à ses occupations, loin de l'imagerie des dépliants de vacances. Elle a été frappée comme on l'est quand on vient pour la première fois par l'amoncellement de gouttières et d'antennes, les fils électriques accrochés dans le ciel, par les impasses poisseuses, le jaillissement des fontaines. Mais elle a traversé les lieux sans s'arrêter, sans s'émerveiller, sans chercher à conserver des souvenirs. Elle s'est contentée d'être une passante et a regagné son hôtel pour en ressortir le moins possible. Ça a glissé sur elle, elle s'en rend compte. Elle ne s'en excuse pas, c'est ainsi. Rien ne vous a marqué vraiment? Le port. J'y suis allé qu'une fois pourtant. Ah oui, il faut dire, c'est toujours extraordinaire, une ville posée au bord de l'océan, vous ne trouvez pas? Si. Sauf qu'elle n'est pas à l'abri des cataclysmes. Les rues, les pavés, les mosaïques, le labyrinthe, la présence du Tage, la présence des plages et de la mer non loin, cette espèce de poids de l'histoire, ce côté romanesque aussi de la ville, tout ça, ça pèse sur eux, ça les aide à parler enfin, c'est-à-dire à sortir de leur silence, de leur non-dit, à sortir de leur chagrin, de leur peine intime. Et parce qu'ils ne se connaissent pas, ils sont capables de l'exprimer. Parce qu'ils ne se connaissent pas, ils sont capables d'aller au plus intime, à se dévoiler enfin. Et ce faisant, eh ben on peut espérer qu'ils accomplissent leur deuil, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils trouvent dans la parole une forme de résilience. Ils trouvent dans le fait d'exprimer ce qui leur est arrivé au fil de leur promenade dans Lisbonne, dans la chaleur caniculaire de Lisbonne, l'occasion enfin peut-être d'inventer une fraternité avec l'autre et d'en finir avec la perte, avec le manque, de transformer leur disparu en une pensée douce et tranquille enfin. Donc c'est aussi et peut-être avant tout le livre d'une renaissance. Donc voilà, on part à Lisbonne.